Très content de travailler avec la BHG sur ces journées, sur la journée de jeudi, en particulier sur la journée professionnelle, qui a vu intervenir Vincent Marie. Alors peut-être que c'est lui que vous veniez voir aujourd'hui, puisqu'il devait être des nôtres à côté de cette table, donc je vous prie en premier lieu de l'excuser. Vincent Marie, qui est un grand spécialiste de la bande dessinée, universitaire, professeur de lycée, qui a été le commissaire scientifique de la saison 2009 à l'historial de la Grande Guerre, et qui enseigne à Montpellier, et son chef d'établissement n'a pas voulu qu'il reste parmi nous. Je ne crois pas que c'est lié au fait que c'est dans le nord de la France. Je pense que vraiment il avait besoin de lui. On a été particulièrement heureux aussi donc, de contribuer à cette journée. On est particulièrement impressionné par le travail qui a été réalisé. Donc je peux vous rendre les remerciements pour le travail réalisé depuis jeudi, hier et encore aujourd'hui pour amener un public nombreux. Et sur un événement ponctuel pour une première fois, c'est juste absolument éclatant. Comme vous êtes venu pour entendre parler de la guerre des Lulu, je crois que je ne parlerai plus beaucoup dans le temps qui nous est imparti, puisqu'on a quelque chose comme peut-être 3 quarts d'heure. Sur le plan introductif, peut-être puis-je vous dire que nous vivons dans un pays dans lequel il n'est pas si fréquent qu'il y ait une adéquation entre la réception publique d'une œuvre et son accueil critique. Il est assez fréquent qu'on couvre de louanges des travaux qui ont du mal à trouver leur lectorat, leurs spectateurs, leur public. Et inversement, il est assez fréquent que l'on descende en flamme des choses qui ont un accueil public favorable, des ventes, n'ayant pas peur de dire les mots, de l'argent qui soit généré par des ventes, de livres ici en l'occurrence. Il se trouve que La Guerre des Lulu est exactement à ce carrefour-là. C'est une bande dessinée qui, depuis sa sortie, depuis le tout premier moment, où elle s'est retrouvée sur des rayonnages, a trouvé un lectorat, et pour un certain nombre de raisons qu'on va développer ici. Vous êtes nombreux ici à déjà savoir un petit peu de quoi il s'agit. Si, je vous ai reconnu pour un certain nombre d'entre vous. Et si vous la découvrez, c'est une très très bonne chose aussi. Sachez qu'après cette intervention, qui doit durer 3 quarts d'heure, on nous dira, j'imagine, quand il s'agira d'arrêter, il y aura une séance de dédicace sur le stand de Bulle en stock qui se trouve à peine plus loin. Sans plus tarder, je cède la parole, je passe la parole à Régis pour qu'il nous parle de la genèse de tout cela. Là aussi, certains d'entre vous savent exactement de quoi il s'agit, mais cette genèse a son intérêt. Comment est-ce que, alors que sur le marché de la bande dessinée, et dans l'histoire de la bande dessinée, il n'y avait jamais eu d'histoire liée à des enfants avec la Grande Guerre, il étant bien évident qu'il était complexe de lier les deux thématiques, des tranchées d'un côté et une boucherie, et un conflit mondial, et de l'autre, l'enfance. Comment est-ce que ce sujet a émergé? La réponse est un peu dans la question, en fait, c'est parti de cette constatation. Constatation qui m'avait été faite par une amie que tu connais bien, qui travaillait à l'époque à l'Historial de Péronne, et qui m'avait fait remarquer qu'il y avait beaucoup de bandes dessinées sur la guerre de 14, beaucoup de bandes dessinées qui étaient justement vendues à la boutique de l'Historial, mais quand on leur demandait une bande dessinée pour offrir à des enfants, il n'y avait absolument rien. Et donc, partant de cette constatation, je me suis d'abord dit, bah oui, c'est évident, parce que la guerre de 14, en bande dessinée, ça va donner forcément quelque chose d'assez dur, d'assez atroce, puisqu'on va montrer des images de cette guerre. Et donc, on ne va pas pouvoir mettre ça entre les mains d'enfants de 8-10 ans. Et je me suis dit, après, voilà, poursuivant ma réflexion, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Si on change de point de vue, la guerre de 14, après tout, c'est pas seulement une guerre de tranchées, c'est une guerre mondiale, à tout point de vue. Et je me suis dit, si on change de point de vue, on peut évoquer la guerre en faisant une œuvre de fiction qui sera une œuvre tout public, et donc qui sera lisible aussi bien par des adultes que par des enfants de 7, 8, enfin, plutôt, la guerre de Lulu, je dirais que c'est plutôt à partir de 9-10 ans, mais bon, un enfant de 7-8 ans, s'il aime lire, s'il aime la bande dessinée, peut aussi lire la guerre des Lulu sans en sortir traumatisé. Et voilà. Et donc c'est parti de ce constat-là. Et puis l'idée en fait de mettre en scène des enfants, c'est tout simplement venu d'une demande de ma fille en fait, qui en avait marre que j'écrive des bandes dessinées dont les héros étaient principalement des héros masculins et adultes. Elle m'a dit, quand est-ce que tu mets en scène des enfants, quand est-ce que tu mets en scène une petite fille de mon âge? Et voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mixer les deux? Et à partir de là, comment mettre en scène des enfants dans la guerre de 14? Donc c'est évidemment pas dans les tranchées, les mettre à l'arrière, à Amiens par exemple, ou à Paris, ou à Montpellier. Je me suis dit, on aura juste des échos assez lointains de la guerre, des échos qu'on aura au travers voilà, des membres de la famille qui ont pu mourir sur le front, etc. Mais on ne sera pas vraiment dans la guerre. Et donc le mieux, en fait, c'est de placer ces enfants dans une zone qui est directement touchée par la guerre sans être le front, qui est la zone occupée par l'armée allemande.
Et je me suis rendu compte à cette occasion qu'en fait, il y avait très très peu de choses qui avaient été écrites sur la zone occupée entre 1914 et 1918. Parce qu'en dehors en fait, de travaux vraiment d'historiens comme Philippe Nivet qui ont consacré leur recherche sur ce sujet, quand on regarde les ouvrages de fiction, que ce soit en bande dessinée, en littérature, en série télé, en film, etc., en fait, il y a quasiment rien. À chaque fois, on est sur le front, ou on est à l'arrière, mais côté zone non occupée. Et je me suis dit, tiens, en fait, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose. En tout cas, on va aborder un angle assez inédit sur cette guerre-là. Alors, la grande difficulté, évidemment, que ça a entraîné, c'est que, comme il y a peu de choses qui ont été écrites sur cette zone-là, pendant cette période-là, c'est que quand moi, je dois faire des recherches, en fait, pour nourrir un peu mon histoire, c'est pas forcément facile de trouver les éléments dont j'ai besoin. Sachant que pour les 2 premiers tomes de la guerre des Lulus, bon, comme on est dans un village en fait fictif qu'on a inventé nous-mêmes, en s'inspirant de villages picards de l'époque, il n'y a pas beaucoup de recherche puisqu'on est entre le village et la forêt. Après, quand les Lulus se déplacent, il faut évidemment avoir des informations un peu plus précises. Et surtout, là, on est arrivé dans l'histoire à un moment où on est dans des zones précises. Les Lulus aussi vont se retrouver en Allemagne. Et donc, si quelqu'un a des informations sur Berlin entre 1914 et 1918, précisément entre 1916 et 1917, je suis preneur. Voilà. Alors, un projet de bande dessinée, bien évidemment, dans le cas qui nous intéresse ici, c'est le travail collectif d'un dessinateur et d'un scénariste. Vous aviez travaillé ensemble, puisque Hardock est également de la région, plutôt à l'est du département, donc plutôt très très près de la ligne de front. Vous avez réalisé une première bande dessinée ensemble qui s'appelait L'Agneau, le loup, l'agneau et le chien de guerre, aux éditions Paquet. Comment est-ce que le projet arrive là, après l'idée initiale de Régis, arrive de façon collective et donc t'arrives à toi. Il s'avère que déjà, au tout début, avant que Régis ne soit scénariste professionnel, on s'était rencontrés sur la ville d'Amiens, effectivement. Et on avait déjà aussi un projet avant d'être édité, déjà avec des enfants. Moi, j'avais déjà l'envie, depuis toujours, de raconter une histoire d'enfant, due à mes lectures d'enfance, mes lectures d'école, les séries télévisées qu'on pouvait voir, ou les choses comme Le Petit Canaille, L'Autobus à l'Impérial, enfin les 4 As, le Club des 5, enfin tout ce qu'on pouvait trouver déjà sur les aventures des enfants. Donc on pouvait effectivement retrouver des aventures comme ça qui me parlaient déjà beaucoup. Et puis ça me parlait aussi le fait de travailler sur 14-18 parce qu'en fait, comme tu dis, expliqué, effectivement je suis né un peu plus à l'est sur Buire-sur-l'Ancre pour ceux qui connaissent. Hormis Madame Richard qui est présente aujourd'hui, qui est une de mes anciennes institutrices de CM1, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Voilà, j'ai grandi là-bas et effectivement on est très proche de la ligne de front et moi-même étant enfant, pour aller à cette fameuse école, je passais toujours devant le monument aux morts où effectivement il y avait aussi donc mon nom de famille, je trouvais ça étrange, indiqué le maire, donc un de mes ancêtres qui est décédé pendant la guerre. Et j'ai grandi aussi dans les tranchées en fait où j'allais faire du vélo comme un enfant en fait, sans me poser de questions. Et puis en grandissant, petit à petit, on se pose forcément des questions sur ce que c'est que ces trous comme ça qui jaillissent de partout, enfin qui jaillissent, pardon, qui me font des collines partout dans la nature. Et puis il y avait aussi en fait ma grand-mère qui parlait très peu de la guerre, mais mon père en parlait beaucoup parce que lui visiblement ça l'intéressait. Il aurait envisagé d'être professeur d'histoire, professeur d'histoire géo, qu'il n'a pas pu faire malheureusement, en tout cas professeur. Et puis petit à petit il m'expliquait aussi des choses dans la maison familiale qui est aussi donc une demeure d'avant 14 qui a été reconstruite avec les dommages de guerre. Et plus ça allait, plus j'en parlais avec mon père, et plus je m'intéressais à mon passé familial. Et il se trouve que quand Régis a eu cette idée effectivement de créer cette histoire d'enfant qui me convenait parce que c'est une vieille envie, plus donc ajouter à ça la toile de fond de 1914, pour moi c'était la parfaite alchimie de ce que j'avais envie de raconter par rapport à ma propre expérience d'enfant, avec les interrogations que j'avais, et puis le fait de pouvoir raconter des histoires d'enfants, en sachant que je ne sais plus, à chaque fois la dernière fois j'ai posé la question aussi, j'avais une citation au musée des jouets qui se trouve dans, je crois, je sais plus dans quelle, c'est à l'Est, mais je ne sais plus dans quelle ville, où en fait les jeux d'enfants ne sont pas jeux. En fait, on s'aperçoit que déjà, même il y avait des répliques miniatures de cuirasses napoléoniennes, on s'aperçoit que les petites filles avaient aussi des fours en fonte déjà. Et en fait, on se rend compte que les enfants, finalement, rêvent de devenir très vite très grands, mais ils sont très vite confrontés à la réalité, c'est-à-dire que livrés eux-mêmes, en tout cas,
comme dans la guerre des Lulu, en fait, ça reste toujours des enfants et qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir survivre. Et donc, ça correspondait vraiment à l'ambiance générale de la série, qui au départ était vraiment plus une histoire qui était donc écrite sur une période de 6 mois, en fait, si je ne me trompe pas. Et c'est l'éditeur qui a eu l'idée d'en faire une série, en fait, puisqu'il a dit mais ça serait bien de pouvoir prolonger l'histoire, de commencer au début du conflit et terminer à la fin du conflit. Voilà. Et donc il y a eu aussi, en 2009, a germé effectivement cette idée dans la tête de Régis. Il avait proposé un premier dessinateur qui lui en fait avait plus compris que la guerre ça serait effectivement le front, comme on trouve d'habitude, comme l'a pu faire Tardy avec d'autres depuis, mais voilà. Et donc il a eu très vite peur et Régis s'est tourné vers moi naturellement en repensant effectivement, donc en plus l'idée que sa fille voulait qu'il illustre une histoire avec des enfants, en pensant que nous-mêmes on avait déjà fait un projet avec des enfants qui avait été refusé à l'époque aux éditions du Cycliste, qui était une petite maison d'édition. Et donc en 2009 est parue cette idée et il s'avère que justement en 2009 les éditions de La Gouttière, qui étaient encore toutes récentes, nous avaient contacté, donc Pascal Mériot aussi, pour dire voilà, est-ce que ça vous plairait d'illustrer une histoire justement sur la guerre de 14, et on avait 6 pages je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans l'album Cicatrices de guerre, qui est un collectif. 4 pages. 4 pages aussi, je trouvais 4 pages, donc on oublie avec les années, c'est terrible. Et donc on a commencé effectivement à travailler avec des enfants dans cette petite histoire de 4 pages qui s'avère en fait devenir les Lulu par la suite dans le projet qui paraîtra plus tard chez Casterman. Donc on a eu un petit banc d'essai dans Cicatrices de guerre qui nous a permis en fait après de lancer la grande histoire qui est la guerre des Lulu, donc qui se déroule sur les années de guerre. Voilà. En l'occurrence, ce projet était effectivement la naissance de cette maison d'édition amiénoise qui se dédie essentiellement à la bande dessinée jeunesse, mais on avait aussi envie de travailler avec les auteurs de la région, et donc on a proposé à 22 auteurs qui vivent et travaillent en Picardie de réaliser des histoires courtes. Et comme nous sommes des gens joyeux, on s'est dit qu'on allait prendre un thème joyeux. Et puis finalement non, le premier thème c'était la vie des auteurs en dédicace, et puis finalement on ne l'a pas fait. Et est arrivé à ce moment-là le commissariat scientifique partagé avec Vincent Marie sur cette année thématique Grande Guerre, et on s'est dit que probablement chez les auteurs du territoire il y aurait des liens comme ce qui a pu être décrit ici avec un destin familial, et également ce que c'est que la vie d'un enfant dans ces zones-là. Donc vous avez réalisé ces 4 pages, les personnages ont énormément évolué, vous pourrez jeter un œil sur le livre à l'occasion, il y a un personnage qui n'existe plus du tout, graphiquement du moins, à l'intérieur de cette histoire courte, et puis les quelques pages du début étaient réalisées, vous avez, avec ce livre sous le bras, vous êtes allé à Saint-Malo et rencontré les éditions Casterman, édition prestigieuse s'il en est, l'éditeur historique de Tintin, mais bien plus tard de Tardy justement, d'Hugo Pratt. Cet accueil de la série, comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que justement l'idée d'arriver avec des enfants et de la guerre, est-ce que c'est quelque chose qui a été simple Ça a été très facile. Côté éditorial, on est arrivé à Saint-Malo, on s'était donné rendez-vous sur le festival Quai des Bulles, qui est vraiment un des plus grands festivals de bande dessinée de France, juste après celui d'Angoulême. On s'était donné rendez-vous à 9 ou 10 heures à peu près au moment de l'ouverture du festival. On s'est retrouvés, on allait boire un café, et dans la petite salle réservée aux auteurs, éditeurs, VIP du festival, je suis tombé en fait sur un éditeur de Casterman avec lequel j'avais déjà travaillé sur un ouvrage qui s'appelle De briques et de sang, qui se passe aussi en Picardie au Finistère du Guise. Et donc on discute, il me dit est-ce que tu as d'autres projets à me présenter? Je lui dis oui, j'en ai un, mais bon, il n'est absolument pas pour toi. Tout simplement parce que lui dirigeait une collection qui s'appelait Caster, en fait, donc un format plus petit que le format de la guerre des Lulu, et qui était une collection qui était plutôt consacrée à des récits contemporains en un tome, enfin, etc., et plutôt pour adultes. Donc moi, comme je voulais faire quelque chose soit jeunesse, soit tout public, je voyais mal ça dans cette collection-là. Donc c'était une entrée en matière qui s'est avérée payante, puisqu'il m'a dit mais bon, ça m'intrigue, vas-y, parle-moi de l'histoire. Donc je lui raconte l'histoire. Il me dit mais non, mais moi ce genre de projet, ça m'intéresse, est-ce que tu as des pages à me montrer? Et donc on avait à la fois effectivement le Cicatrices de guerre sur lequel il y avait les 4 pages qu'on avait faites, l'histoire courte, et puis Hardock avait déjà fait 2 pages d'essai en fait, qui sont les pages, je sais plus, 8 ou 10 ou quelque chose comme ça, 8-9 de la guerre des Lulu. Et donc on lui a montré ça, il m'a dit écoute, ça c'est un projet pour moi. Puisqu'il nous a dit qu'en fait, chez Casterman, il ne s'occupait plus seulement de cette collection Caster, K-S-T-R, mais il avait, depuis peu de temps, pris un peu de grade, et voilà, il s'occupait de collections plus généralistes chez Casterman. Et donc il me dit, je ne peux pas vous donner
un accord tout de suite, puisque maintenant c'est une décision collégiale, puisque je ne suis plus le seul directeur de collection, voilà, de ce qu'ils appellent la collection auteur de chez Casterman. Mais je reviens vers vous très rapidement, j'en parle à mes collègues, mais à 99%, je suis persuadé que ça va les intéresser. Et effectivement, en fait, une semaine, 2 semaines après, ils nous contactaient pour dire voilà, on prend le projet, inutile d'aller voir ailleurs, on le veut. Donc on a négocié évidemment les conditions du contrat et puis ça s'est signé très rapidement. Ce qui est rarissime dans ce métier, ça ne se passe pas comme ça normalement, surtout pour des auteurs jeunes en première partie de carrière. Alors, ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'en plus, on arrivait, comme disait Hardock, avec un projet qui se déroulait sur quelques mois seulement, une histoire qui se déroulait sur quelques mois, à la fin de l'année 1914, entre le mois d'août et puis peut-être le mois d'octobre, grosso modo, et qui tenait sur un tome d'une centaine de pages ou éventuellement un diptyque. Faut savoir que voilà, en bande dessinée, longtemps, il y a eu la culture de la série, Tintin, Astérix, etc. Maintenant, les éditeurs sont un peu frileux par rapport aux séries parce qu'il y a tellement de parutions en bande dessinée que c'est très difficile aujourd'hui de lancer une nouvelle série sur le marché. Puisque soit les lecteurs en fait, se disent bon, c'est le tome 1, je vais attendre qu'il y ait au moins 3-4 tomes avant de me lancer dans la série, soit ils se disent tout bêtement, voilà, des séries, j'en ai déjà commencé 10, 15, 20 chez moi, je ne vais pas me relancer dans une nouvelle série. Et donc c'est très très difficile d'arriver avec une nouvelle série, donc on arrivait prudemment avec ce qu'on appelle un one-shot, donc une histoire en un seul tome, et c'est l'éditeur qui nous a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une série, et plutôt que de raconter une histoire qui se déroule sur 2, 3, 4 mois, on fait une histoire qui se déroule sur toute la durée de la guerre, et on fait un tome par année de guerre. Et à partir de là, on a réfléchi à ça, notamment au changement que ça impliquait dans l'histoire. Alors pas le fait de rallonger l'histoire, parce que ça, les idées, il suffit de chercher et puis ça vient. Mais c'était surtout comme on met en scène des enfants dans un contexte particulier qui est celui de la guerre. Évidemment, une histoire qui se déroule sur 2 ou 3 mois, c'est différent d'une histoire qui se déroule sur 4 ans, au niveau à la fois de leur physionomie, de leur psychologie, etc. Et donc ça veut dire faire grandir les enfants dans ce contexte-là. Donc les faire grandir intellectuellement, les faire grandir physiquement. Et ça, j'ai trouvé le challenge très intéressant. Et donc on a rapidement dit oui, on est parti sur ce format-là. Alors on est dans un salon d'histoire et de géographie, donc la partie géographie pourrait être intéressante aussi sur cette haine imaginaire qui va devenir une haine réelle avec le fameux mystère de Guise dans le tome 3 et puis Berlin, tu en parlais. Mais sur le côté historique, alors quel est votre rapport à cette question de l'histoire? Très longtemps en bande dessinée, il est de notoriété publique que des séries comme Barbe Rouge par exemple, des histoires de pirates étaient faites avec des bateaux qui ne tenaient absolument pas, qui ne tenaient pas compte des formes de l'époque. Après, des auteurs comme Jacques Martin sur Alix ont commencé à ramener une certaine dimension historique, même s'il était très fantasmé et très réinventé. Et puis, depuis Les Passagers du Vent, au milieu des années 70, fin des années 70, cette idée de s'appuyer sur des documents concrets, de faire des maquettes, de se rendre sur les lieux a commencé à émerger. Aujourd'hui, c'est une évidence dans le monde de la bande dessinée. En même temps, vous êtes sur une série jeunesse, donc quel rapport avez-vous tant sur le plan scénaristique que sur le plan de la documentation avec cette question de la réalité? Alors, on est parti d'abord sur une forme de facilité, c'est-à-dire qu'on a le village de Valencourt dans lequel se passe le début de l'histoire, en fait, je disais tout à l'heure que c'est un village fictif. Et ça, précisément, on a décidé de créer ce village pour éviter que des spécialistes de la spécialité ne viennent nous dire « attention, là, vous avez choisi le village de Intel, en 1914, il ne ressemblait pas tout à fait à ça, l'église, le clocher de l'église n'était pas comme ça, etc. » Donc on s'est dit, on va créer notre village, on va le créer à partir en fait, d'éléments déjà existants dans d'autres villages de Picardie, notamment le village de Bure-sur-Ancre où habitait Hardock. L'abbaye dans laquelle sont élevés les enfants, c'est pareil, elle a inspiré à la fois de l'abbaye du Gard et puis de l'abbaye de Valloire. Et avec ces éléments voilà, qu'on avait complètement inventés, on s'est dit voilà, personne ne viendra nous chercher des poux dans la tête. Donc ça va nous faciliter les choses au moins à ce niveau-là. Après, en fait, moi ce qui m'importe quand je raconte une histoire avec un dessinateur qui se passe dans un contexte historique précis, c'est pas un ouvrage historique. Nous, on part clairement sur une fiction. Et donc ce qu'on cherche, c'est pas la vérité, c'est plus, on veut que ça fasse vrai en fait. On veut que les gens qui plongent dans notre histoire aient l'impression de plonger dans une époque aussi. Et se disent, tiens, oui, c'est comme ça que les gens vivaient à l'époque. Donc ça passe par des petits détails en fait. Ça va à la fois passer par des détails comme un médicament. Dans le tome 2, en fait, on voit un flacon d'aspirine.
pour ça, en fait, on a fait des recherches pour savoir déjà quels médicaments existaient à l'époque, est-ce qu'il y avait des antibiotiques, est-ce qu'il y avait des anti-inflammatoires, est-ce qu'il y avait... quels médicaments existaient, quels médicaments étaient suffisamment courants pour être dans la poche d'un soldat allemand. Et puis surtout, à quoi ressemblait, une fois que j'avais décidé que ce serait de l'aspirine, à quoi ressemblait et comment était conditionnée l'aspirine à cette époque. À quoi ressemblait voilà, un flacon ou un paquet d'aspirine. Est-ce que c'était sous forme de sirop aussi? Est-ce que c'était sous forme de gélules, enfin, de je ne sais quoi. Et donc voilà, et donc on fait des recherches très précises en fait sur ce genre de détails, parce que je trouve que ce sont ces détails-là en fait qui font que on a l'impression en fait d'être à cette époque-là. Ça va être aussi des recherches sur les véhicules, des choses comme ça, mais c'est des recherches en fait ponctuelles. Après, on respecte évidemment tout ce qui concerne la guerre de 14 en elle-même, c'est-à-dire que quand les enfants ou des personnages de rencontre évoquent une bataille, on fait attention de respecter voilà, les dates, etc. Voilà, mais ça ira pas plus loin, c'est-à-dire que la guerre des Lulus, c'est pas un ouvrage pédagogique sur la Grande Guerre. Si quelqu'un veut avoir des informations historiques précises sur la guerre de 14, il va plutôt consulter un livre d'histoire. Donc ce qu'on veut, c'est plonger les gens voilà, dans une époque. Alors pour autant, Vincent, toi tu dois incarner tout cela. Alors quel rapport as-tu eu, maquette, déplacement, terrain ou fantasme, ou recréation en tout cas, par ton imaginaire? Quand on est dessinateur, je pense qu'il faut passer par toutes ces portes. En fait, il y a forcément une part inventée, puisqu'on n'a pas toujours forcément toutes les informations techniques, par exemple sur un camion. Dans le tome 2, quand Régis m'a fourni effectivement une image, je m'étais dit chouette, j'ai de camion, voilà, ça va être simple à dessiner, mais c'est alors l'image toute petite, pixelisée, noir et blanc, avec contre-jour, donc c'est super. Donc à partir de là, on se dit, mince, je vais faire des recherches sur Internet, on fait Google Images comme tout le monde, hein, on prend l'image, on la projette, ça fait des recherches automatiques, et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule image. Et déjà, je me posais la question, avant que Régis me mette ce camion, je me disais, mais comment sont arrivés les Allemands, effectivement, j'ai jamais appris à l'école, ou comment sont arrivés les Allemands en 14, par quel moyen, par quel biais? Est-ce que c'était à cheval? Est-ce que c'était des troupes à pied? En fait, voilà, déjà, c'est des questions qu'on se pose en tant que dessinateur, sans forcément le faire transparaître dans l'album, parce qu'on n'a pas forcément besoin, mais il se trouve qu'à ce moment-là, il fallait dessiner le camion. Donc on passe par malgré tout, vous n'avez qu'une page avec le camion, voire deux, où on le voit vraiment. Et ça passe par des heures et des heures de recherche. Alors autant par ce que tout le monde pense, que forcément Internet c'est la Bible, on peut trouver tout ce qu'on veut, en fait pas du tout. J'ai surtout essentiellement chez moi beaucoup de magazines que j'achète quand je vais dans les librairies, je regarde des magazines, enfin une maison de la presse. J'ai des vieux livres en fait qu'on trouve plus, qui ne sont plus édités aujourd'hui, qui traitent de la guerre de 14-18 ou avant le fameux conflit. Et après, pour les Lulus, par exemple, quand on a commencé le projet, je me disais, bon, c'est des enfants, effectivement, c'est en 14, comment étaient-ils habillés? Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire, pour moi, enfin, par rapport à ma culture et les références que j'avais, c'est Francisque Poulbeau, qui est un illustrateur, que je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais qui était un dessinateur que j'adore, qui avait fait aussi des publicités à l'époque, et qui a aussi illustré la guerre de 14. C'était la première chose, donc j'avais des livres chez moi, donc je me suis beaucoup... inspiré des livres de Poulbeau, je recherche beaucoup à l'intérieur. Après, il y a aussi beaucoup d'illustrateurs comme Henri Gerbeau qui m'ont servi, qui me servent encore aujourd'hui, même s'ils ne traitent pas du monde de l'enfance, mais c'est un illustrateur caricaturiste, mais aussi très, très bon peintre, en tout cas à mon regard, et en tout cas qui commence à être reconnu, et qui travaillait dans les magazines, les maîtres humoristes. Donc ce sont des recueils de l'humour de l'époque, hein. C'est pas toujours très drôle parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, on n'est pas dans le contexte du début du XXe siècle, donc on ne comprend pas toujours tout, mais tout ça au niveau chronographique, ça va vous nourrir, ça vous permettre d'aller plus vite que d'aller sur Internet. Et le fameux camion, tout simplement, comme j'étais embêté, j'ai repris des modèles de camions existants, ou bien des châssis de voitures. Il faut savoir qu'à l'époque, souvent, les châssis étaient quasiment les mêmes. Donc même pour une vue un petit peu en dessous, on va reprendre des images comme ça, on va recomposer, donc il y a forcément aussi une part de l'imaginaire. Mais après, ouais, effectivement, on est encore une fois sur une fiction, effectivement, mais il est vrai que je n'ai pas envie de trahir aussi non plus la période de 14 et dire d'inventer des choses en permanence, parce qu'on sait qu'il y a comme quelques sources, même si c'est très difficile. Quand vous tapez K14-18 sur Internet, c'est forcément le front, c'est forcément des livres qui illustrent des photos de propagande ou des choses comme ça. Donc il faut beaucoup de magazines, beaucoup de lectures, beaucoup de vieux livres, recherchés dans plein de livres qui sont effectivement plus réédités, ou des auteurs qui, alors par chance, effectivement avec le centenaire de la guerre, maintenant on réédite des vieux ouvrages avec des photos d'une très belle qualité, même maintenant on peut trouver des superbes photos. Donc il faut s'inspirer de tout ça. Et après, même si ça ne transpire pas forcément comme ça dans l'album, encore une fois, on est plus dans un décor de théâtre où on essaye dans une case ou une autre, par moment, de retrouver des objets, par exemple dans une maison. Comment était une maison en 14 à l'intérieur? Faites des recherches de votre côté, vous verrez que c'est pas si simple que ça. Quel était le mobilier, les ustensiles de cuisine, comment stocker les aliments.
Donc tout ça, forcément, moi, je ne vais pas l'illustrer sur toutes les pages, mais je vais en avoir besoin, moi en tout cas, pour pouvoir être crédible à un moment donné. Et m'approprier en fait un peu l'univers de 14, enfin l'univers de 14, la réalité de 14, pour là, de temps en temps, la parsemer dans certaines cases. Ça peut être des petits détails qu'on ne va pas voir à la lecture, mais voilà, en tout cas, ça va donner l'impression, l'ambiance en fait générale du conflit. Et puis des petites questions aussi à un moment donné, que je me souviens qu'au premier tome, on se posait la question de savoir est-ce que l'électricité arrivait partout et comment elle arrivait, est-ce que dans les villages ça arrivait, est-ce que tout le monde pouvait l'avoir. Donc tout ça, on ne peut pas forcément le voir dans la case, vous avez prêté attention, tiens, effectivement, il y a un pylône électrique, mais est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce qu'ils ont raison ou tort de mettre l'électricité dans tel village à un moment, alors qu'on sait qu'on est à telle période. Donc voilà, et puis Régis se documente beaucoup aussi, donc ce qui fait que maintenant il m'apporte aussi des éléments graphiques. Quand il écrit quelque chose en ce moment sur le tome 5 par exemple, je ne vais pas dévoiler les choses, mais voilà, il m'apporte aussi de son côté quelques recherches d'images, et puis moi si j'ai besoin d'en savoir plus, je continue, j'approfondis les recherches. Alors il faut savoir que pour une page qui va se lire en quelques secondes, parfois j'ai passé des heures et des heures à faire des recherches pour être le plus proche en tout cas d'une réalité qui a été en 14, 15, 16, 17 et maintenant 18. Voilà. Je vais juste ajouter un petit truc, c'est vrai que pour le dessinateur, en fait, la grande difficulté dans la reconstitution de 1914, ça va être effectivement de savoir reconstituer une architecture, des bâtiments, des véhicules, des choses comme ça, d'éviter les anachronismes en mettant des éléments de la vie quotidienne qui n'existaient pas à l'époque. Et pour le scénariste, il y a une difficulté qui est aussi celle du langage, en fait. C'est-à-dire que quand on emploie des mots, des expressions, des choses comme ça, notamment des mots d'argot, j'essaye de faire au maximum attention. Je fais des recherches en fait, pour savoir si ces mots-là existaient à l'époque. Alors je ne dis pas que mes enfants, mes personnages parlent exactement comme on parlait en 1914, d'autant qu'on sait qu'en fonction des régions, en fait, il y avait des façons de parler qui étaient très différentes les unes des autres. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir, d'éviter les anachronismes aussi à ce niveau-là. Donc j'utilise pour ça des dictionnaires étymologiques et puis des sites en fait, consacrés à l'argot où sont référencées en fait, les premières occurrences d'un mot ou d'une expression. On voit l'intensité du travail qui est mis autour de ça. J'aimerais revenir un petit peu sur le côté graphique, sur le choix stylistique. Faire de la bande dessinée, c'est choisir une façon de représenter le monde. On pourrait tout à fait envisager une bande dessinée sur la Première Guerre qui soit faite avec un style de dessin, même s'il serait en plus anachronique sur le plan de l'histoire de l'art, mais en dessin cubiste, pourquoi pas, ou qui soit dessiné en ligne claire, façon Hergé. Il y a dans ton dessin quelque chose de très réaliste et quelque chose de semi-réaliste sur les visages, qui ne correspond pas nécessairement à ce que tu faisais avant sur cette autre série, qui ne correspond pas peut-être à quelque chose que tu as développé. Comment avez-vous réfléchi à cette question du style graphique en particulier sur les personnages, sur les visages, et comment le qualifierais-tu? Comment en arrives-tu là, et peut-être quelles sont tes influences aussi? Ah, ça c'est la grande question. Hein. C'est toujours comment on arrive à avoir un style graphique sur c'est ça déjà. Encore une fois, je voulais revenir sur mes lectures d'enfance. En fait, dans les lieux, en fait, ils ont des visages ronds. Les personnages, souvent dans les critiques, on revient surtout sur un trait très rond. C'est doux. Donc, et en même temps, je voulais moi retrouver ces sensations de lecture de la bande dessinée franco-belge. En fait, je suis toujours un admirateur des grands classiques et des premiers auteurs de bande dessinée franco-belge. Mais lesquels alors? Dans quelle veine? Plutôt du côté de Franquin et Gaston Lagaffe? Plutôt du côté d'Astérix? Je ne crains malheureusement que ce soit beaucoup d'auteurs. C'est-à-dire que Tintin me fascine toujours aujourd'hui graphiquement. Quand je retourne avec un autre regard plus aiguisé en tant que professionnel, ça me fascine toujours par rapport aussi à la narration. Mais graphiquement, oui, il y a eu tous ces auteurs, mais il y a aussi, comment dire, c'est dur à expliquer. Je voulais pas non plus, comme on voulait que ce soit une série tout public, c'était une envie qu'on avait réellement avec Régis, de retrouver cette sensation de bande dessinée que moi-même, ou Régis peut-être empruntant en bibliothèque, et que les adultes pouvaient prendre et lire. Voilà, c'était cette sensation-là qu'on voulait retrouver. Il s'est avéré que ça s'est passé comme on le voulait, donc, par chance, ou je ne sais pas si c'est dû à notre travail, mais... Et en même temps, j'ai aussi besoin d'avoir un côté réaliste. Alors ce que je vais expliquer, c'est un peu particulier, parce que j'en ai parlé avec un journaliste belge, qui trouvait que mes dessins, personnages étaient donc effectivement mi-réalistes, semi-réalistes, et que mes décors étaient un peu plus travaillés parfois
Et en fait, il y a aussi cette école du manga que j'aime beaucoup, qui a forcément influencé, parce que je suis quarantenaire, que j'ai vu à la télé et que j'ai vu maintenant des mangas, où en fait, quand on va regarder un manga, les personnages sont souvent des caricatures aussi, la plupart, avec des gros yeux parfois, avec des bouches. Pas toujours, mais en tout cas, ça l'est. Et les décors sont souvent très taillés, très aiguisés, en fait. Et j'aime bien aussi cette sensation-là. Mais il y a aussi une autre référence qui était revenue en moi, c'était, je sais pas si vous vous souvenez de Mickey. Donc vous voyez Mickey, hein, mais on ne peut pas plus improbable comme personnage dans la réalité. Surtout que visiblement il serait grand comme ça, parce que je me souvenais des Mickey en fait à travers l'histoire. Il y avait des dessins très réalistes et il y a Mickey qui se baladait en fait dans le temps et qui rencontrait donc des personnages de l'histoire. Et donc il y a toutes ces influences-là qui sont venues et je me disais qu'il y avait un côté réaliste et un côté en même temps un peu rond, un côté un peu toon, un peu dessin animé. Et je pense que c'est inexplicable pourquoi j'en suis arrivé là. Je pense aussi que quelque part dans mon dessin, j'en suis arrivé à quelque chose qui me soit plus naturel graphiquement. Quand on est très jeune, en fait, on essaye des trucs, on dit je vais devenir un tel, je vais faire comme Franquin, je vais faire comme Bilal. En plus, on passe par plein de stades différents, parce qu'on arrivait à une génération où, effectivement, il y avait Franco-Belge, après il y a eu Métal Hurlant, il y a eu plein de styles graphiques, même de narration. Et j'étais aussi un grand fan de Fred, par exemple, avec Philémon. Mais voilà, j'aurais pu me dire, je fais un dessin un peu plus démonté, un peu plus naïf, mais en tout cas, je sais que j'avais besoin de retrouver ce côté un peu rond pour parler, voilà, pour me dire ça me parle avant tout. Est-ce que ça va parler aux enfants? Je ne sais pas, parce que là, on est une génération d'enfants quand même qui ont un choix quand même assez large au niveau graphique, justement encore une fois par rapport au manga aussi, où beaucoup de jeunes se tournent vers le manga. Donc je pense que c'est un mélange en fait de plein d'influences, et à savoir pourquoi j'en suis arrivé à ce style graphique dans La Guerre des Lulus, c'est assez difficile à expliquer en fait. J'avais besoin en tout cas de retrouver ça, et puis en même temps un mélange de réalisme, parce qu'en fait on traitait la guerre. Mais après d'expliquer qu'est-ce qui fait que vous en arrivez à un style, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi. Je sais que j'ai fait quelques recherches de personnages et que Régis, en fait je les ai proposés à Régis, et puis petit à petit il validait ou non les personnages. Mais c'est assez délicat quand on demande à un dessinateur de savoir pourquoi il choisit tel traitement. Parce qu'il y a aussi des envies à un moment donné, parce qu'il y a des sentiments, il y a, je sais pas, ça fait partie d'un packaging en fait, comme ça qui arrive à un moment donné. Et dans le futur projet, peut-être que voilà, ce sera un autre style graphique, mais voilà. En tout cas, en dehors du côté graphique, oui, il n'y a pas que le dessin qui me parlait. Hein, chez les auteurs franco-belges, il y a la façon de narrer les histoires, les codes de bande dessinée. Donc je le voulais assez classique en tout cas. Une part de classicisme et puis en même temps quelque chose qui fait qu'on ne soit pas non plus à 100% dans le gros nez avec que des aplats, avec que des personnages très simplement dessinés, des décors simplement dessinés, quoi. Voilà, en tout cas c'est ce que je peux en dire en tout cas pour le moment. Peut-être qu'après une psychanalyse dans 30 ans je pourrais en dire plus, mais voilà. Le tome 3 a pour décor le fameux mystère de Guise, donc tu nous disais tout à l'heure, Régis, que De Briques et de Sens, travaillé avec David François, était un polar qui était déjà sorti chez Casterman dans cette fameuse collection Caster en amont. Donc est-ce que c'est juste du recyclage qui t'a amené à les personnages là-bas, un effet d'opportunité, ils sont dans l'aile, ils sont derrière le front, c'est un endroit effectivement aussi improbable qu'extraordinaire, une conversation de comptoir. Oui, on s'était retrouvés dans un bar pour boire un verre, je suppose, avec Ardoc, avec David, donc David François qui est à la fois le dessinateur de Briques et de Sang et le coloriste de La Guerre des Lulus. On parlera de ça, effectivement, du travail collaboratif là-dessus, ouais. 3 personnes et même une extension de l'équipe depuis quelques temps. Et donc on discute du tome à venir de La Guerre des Lulus, et puis en rigolant on se dit tiens, on pourrait les emmener au Famministère de Guise. Et donc ce qui au départ n'était qu'une boutade, en fait en réfléchissant je me suis dit déjà c'est un peu logique, puisque là on a situé le village de Valencourt, même si le village est fictif, en fait on peut le géolocaliser parce qu'il y a des noms d'autres villages qui eux existent, qui sont cités en fait par les Lulus comme étant proche géographiquement de Valencourt, et on se rend compte qu'on n'est pas très loin de Guise, et donc les pérégrinations des Lulus peuvent très bien les amener par là-bas, puisque c'est la plus grande ville du coin en quelque sorte. Et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion en fait, de remettre en scène l'un des personnages de Briques et de Sang, d'avoir une forme de clin d'œil en fait, à cette bande dessinée-là. Et, voilà. Et plus j'y réfléchissais, plus je me disais, mais tiens, en fait, ouais, c'est une idée intéressante, parce qu'on pourrait montrer le Famistère. Alors dans De Briques et de Sang, on le montre avant la guerre de 14, puisque l'histoire commence en février, si je me souviens bien, 1914, et on va jusqu'à l'entrée en guerre. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion en fait, de le montrer quelques années plus tard, avec une des ailes qui a été détruite par la première bataille de Guise en août 1914, si je me souviens bien, et de mettre en scène les Lulus dans ce contexte-là.
Et petit à petit, l'idée a fait son chemin, et voilà, et on a décidé de les emmener là-bas. Dans l'évolution de la série, on comprend donc que les choses ne sont pas écrites, qu'à cause peut-être de cette contrainte initiale, un récit qui était projeté sur 2 ou 3 mois, qui devient une histoire qui doit tenir sur 4 ans, 5 ans même, de 14 à 18 compris. Donc il y a une écriture au fil de l'eau. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, l'histoire des 2 premiers tomes était déjà dans le synopsis d'origine, celui qu'on a présenté à notre éditeur. Et après, tout ce qui va se passer par la suite, alors la fin je l'avais déjà en fait dès qu'on a commencé la série. Par contre, toutes les étapes par lesquelles les Lulu allaient passer en fait arrivent en cours d'écriture. Et en plus de ça, plus je travaille sur la guerre des Lulu, plus je fais des recherches sur la zone occupée, sur alors non seulement la France, mais aussi la Belgique, sur l'Allemagne aussi de cette époque-là, plus des idées me viennent, plus des envies me viennent. Et donc c'est comme ça que je nourris en fait l'histoire des Lulu. Dans le cadre de ce projet, avec un dessin réaliste sur le plan des décors et avec des pages construites denses, on est sur un rythme de production qui est celui de la moyenne des auteurs, c'est-à-dire d'un album par an. Et donc, dans cette logique-là, Vincent travaille sur des planches ancrées, un coloriste est présent depuis le début pour un travail préparatoire. Tu peux peut-être nous parler de ce travail sur la couleur, un travail qui est à 4 mains pour le coup. Oui, alors en fait, comme on est sur une pagination de 54 et plus 2, puisque à chaque fois, pour ceux qui connaissent la série, on dévoile les 2 premières planches du tome qui paraîtra l'année d'après. Alors au tout début, je travaillais la couleur seule, et à un moment donné, pour des raisons techniques, puisqu'effectivement on avait même moins d'1 an, parce que pour faire un album, on a moins d'1 an. Il faut savoir qu'une bande dessinée, c'est quand même très long à réaliser, et voilà, l'éditeur me disait, voilà, pour que tu avances plus vite, on te propose de prendre un coloriste. Et naturellement, David en a entendu parler, naturellement, moi aussi, je me suis retourné vers lui, parce qu'en fait, il connaît mon travail de coloriste, il connaît ma palette. Alors qu'il faut savoir que David ne travaille pas du tout la couleur dans ses propres albums de la même façon. Il travaille plus par ambiance, alors que moi, je travaille de façon, on va dire, plus ou moins réaliste, avec voilà, un arbre vert, des couleurs assez réalistes. Et une prise en compte de la lumière. Et une prise en compte de la lumière. Contrairement aux bandes dessinées franco-belges classiques, qui sont plus dans une logique d'aplat. Voilà, pour donner oui, la lumière, des ambiances, des volumes aussi, effectivement. Et donc David s'est proposé naturellement, donc il dit moi j'aime bien ce que tu fais avec Régis et j'aimerais donc t'aider. Alors la première étape, c'est qu'effectivement il va recevoir les fichiers, ce qu'on appelle numérisés de la planche qui a été dessinée à la plume au pinceau, à l'ancienne, voilà, sur un feuille de papier, donc on numérise et David reçoit les fichiers, il prépare effectivement lui tout ce qui est à plat. Donc vous imaginez des planches comme Tintin, donc avec des couleurs unies. Et par la suite, moi je rajoute de la texture, je rajoute en fait des jeux d'ombre, de lumière, de volume en fait pour donner une autre dimension. Et parfois je vais aussi travailler avec, par exemple sur le tome 4, le début du tome 5 par exemple, je travaille avec des couleurs qui sont par exemple des scènes de nuit où en fait il y a très peu de nuances. Voilà. C'est aussi des ressentis qu'on peut avoir dans la couleur par rapport à des ambiances ou selon l'intensité d'une période dans l'histoire, en fait, à un moment donné dans une séquence. Et oui, tu disais effectivement qu'une 4e personne nous a rejoint en fait sur le tome 3 et sur le tome 4 aussi, pour des raisons toujours techniques d'aller toujours plus vite, parce que les lecteurs sont impatients. Toujours impatients, mais voilà. Surtout quand les séries fonctionnent bien. Surtout quand les séries fonctionnent bien, effectivement, on n'a pas le droit de se dire, effectivement, je vais faire un tome tous les 3-4 ans. Et l'éditeur aussi devient impatient, oui. Donc Damien Cuvillier, qui est aussi un ami et dessinateur de bande dessinée, en fait nous a rejoint dans l'équipe pour la préparation du storyboard. Le storyboard, en fait, pour faire vite, c'est le brouillon en fait de la mise en scène de case en case avant de passer au dessin définitif. Et donc pour la petite histoire, donc Damien, bon là pour des raisons techniques, ne fait plus le storyboard du prochain tome, mais va illustrer en fait ce qu'on appelle plus ou moins un crossover dans le jargon, en fait une histoire que Régis n'a pas pu raconter pour des questions d'ellipse, va illustrer avec son propre dessin une aventure de la guerre des Lulu, enfin en tout cas pas une aventure mais une période de la guerre des Lulu. Et donc voilà, c'est quasiment comme si on avait créé un petit studio local et régional, puisqu'en fin de compte on est tous d'Amiens ou de la région, et on se connaissait déjà depuis très longtemps et on connaît tous notre façon de travailler, donc c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher quelqu'un, un collaborateur avec lequel on n'a jamais travaillé, qui ne connaît pas sa palette de couleurs, qui ne connaît pas sa façon de mettre en scène. Et je pense que Damien, pareil au niveau storyboard, a une façon de mettre en scène qui se rapproche à peu près de la mienne. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour nous d'avancer comme ça, effectivement, qu'encore une fois d'aller chercher d'autres personnes. Et puis parfois, le fait de travailler avec d'autres collaborateurs, ça peut amener un autre regard sur une séquence ou
sur une façon de mettre en couleur, parce que David se disait au départ, je vais faire tes couleurs telles que toi tu les aurais fait, enfin, en tout cas essayer de les projeter. Je disais, j'aimerais aussi que tu me surprennes et que tu m'apportes d'autres choses pour que moi, ça me force aussi de mon côté à sortir de mon petit carcan comme ça et d'inventer de nouvelles choses. Donc voilà, en fait, il se trouve que maintenant on a été 4 donc, sur la série, sur le tome 3 et 4, et là on se retrouve à 3. En sachant que Damien devrait, d'ici début d'année 2016, il m'a confirmé fin janvier, début février, commencer donc la perspective Luigi, qui sera donc la fameuse ellipse, la période allemande qui manque dans la série en fait actuellement. Alors je trouve que ça se passe plutôt bien jusque-là, donc on va rentrer dans une intimité supplémentaire pour vous parler d'une dimension de notre vie à nous trois, puisqu'il se trouve que nous vivons la journée essentiellement dans les mêmes locaux. C'est une particularité aussi en l'état, avec les dynamiques liées à Amiens. Dans les locaux dont on a marché sur la bulle du Festival de bande dessinée des éditions de la Gouttière, il existe une chose qui s'appelle l'atelier moderne. Quelques mots sur le sujet? Oui, quelque chose. Oui, c'est vrai qu'un atelier pour des dessinateurs, c'est quelque chose d'assez important parce que ça crée une forme d'émulation. Quand un atelier, donc c'est un endroit où on va se retrouver. Alors je dis on parce que j'ai rapidement intégré cet atelier, alors que moi en tant que scénariste, en fait, au départ, quand on m'avait proposé il y a quelques années d'intégrer un atelier d'auteur de bande dessinée, je me dis non, c'est très bien pour les dessinateurs, puisque voilà, ils peuvent discuter entre eux techniques, ils peuvent se montrer leurs travaux respectifs et recueillir les conseils de collègues. Mais moi, en tant que scénariste, j'ai besoin de calme. En fait, j'ai besoin, pour me concentrer, d'être dans un... Ça les fait rire maintenant, mais à l'époque, j'étais sérieux quand je pensais... Tu veux dire que tu travaillais dans des cafés? Alors non, d'abord, je travaillais chez moi. Je travaillais chez moi dans mon bureau et je ne mettais pas de musique parce que la musique me perturbait. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins productif, donc je suis effectivement allé dans des cafés et en me disant, voilà, je prends mon carnet de notes, pendant 1 heure, je bois un café, ça me permet de m'aérer l'esprit, de sortir un peu, et je reviens chez moi pour travailler sérieusement. Et je me suis rendu compte que pendant l'heure que je passais au café, j'étais plus productif que pendant 3 heures passées chez moi. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais rallonger ma période passée au café, et au bout de quelques mois, je passais des après-midi entières au café, donc de 14h jusqu'à 18 à 19h. Et je me suis dit, bon, en fait, je suis mûr pour travailler en atelier, puisque dans la mesure où travailler dans un café, qui est un lieu bruyant, avec des gens qui parlent, qui discutent, enfin, qui passent, qui discutent, avec de la musique, il n'y a pas de raison que dans un atelier où ce sera à peu près la même chose, en fait, j'ai plus de difficultés. Surtout que le problème du café, c'est qu'évidemment, quand vous allez tout le temps dans le même café, au bout d'un moment, vous devenez un peu le pilier du café, et puis le barman, en fait, qui s'ennuie l'après-midi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de clients, ils sont là surtout le midi, aux heures de l'apéritif, etc. Ben, il vient vous voir et discute avec vous. Donc au bout d'un moment, ma productivité s'est remise à baisser, et donc l'atelier s'est avéré une très très bonne solution. Donc avant l'atelier moderne, on a une première expérience, puisque l'ancien bar, le Grand Oiseau, qui est près du cinéma Les Gaumont, en fait, le patron du bar nous a dit, si vous voulez, moi j'ai un studio au-dessus du bar, en fait, que je n'utilise pas, donc vous pouvez l'investir, mettre deux tables à dessin, un bureau, et puis voilà, et puis venir travailler l'après-midi. Le bar est fermé, donc vous ne serez pas dérangé. Et donc c'est ce qu'on avait fait. Ça a duré 1 an jusqu'à ce qu'ils revendent le bar. Et donc on est retourné chez nous. On était à l'époque 3 dans l'atelier en permanence, et puis plus après des auteurs qui passaient de temps en temps. Et à peu près 1 an après, je crois, voilà, l'association On a marché sur la bulle, qui réinvestissait des locaux un peu plus grands, donc à l'étage du bâtiment où était déjà l'association, nous a proposé en fait d'investir une pièce et d'en faire un atelier. Donc c'est ce qu'on a fait. On a rapidement annexé la pièce d'à côté. Je suis arrivé avec un burin, un marteau un jour, et puis on a fait un trou dans le mur, on a annexé la pièce d'à côté. On est allé chercher des tables lumineuses à l'ancien IUFN d'Amiens qui servait à poser juste les machines à café, puisque plus personne n'utilise des tables lumineuses maintenant, en dehors des auteurs de bande dessinée. La plupart des architectes, des étudiants en design travaillent sur des écrans tactiles, enfin, ce qu'on appelle des synthiques, et les tables lumineuses sont quasiment plus utilisées. Donc on se dit, plutôt que d'avoir des tables de 200 kg qui vous encombrent comme ça, vous ne savez pas quoi en faire, prêtez-les-nous. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant on a 7 postes de travail dans cet atelier-là, avec on est à peu près 4 ou 5 maintenant en permanence. Plus après, voilà, des auteurs qui viennent de temps en temps, soit parce qu'ils n'habitent pas sur Amiens,
soit parce que des auteurs de passage, en fait, voilà, qui viennent, par exemple, je pense à des auteurs qui sont édités par la Gouttière, donc qui est une des émanations d'On a marché sur la bulle, et qui peuvent venir sur la région pour faire des interventions, des choses comme ça, et donc ils vont passer quelques heures ou une journée à l'atelier, et tout se passe très bien. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Dans ces conférences, le principe n'est pas ensuite de prolonger, ce qui serait évidemment fort agréable par des questions et des réponses, mais comme on vous l'a dit, les auteurs, après une petite pause technique, seront disponibles sur le stand de la librairie Belanstock. Donc toutes les questions que vous avez accumulées, n'hésitez pas à venir leur poser. Un grand merci pour votre présence.